Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez à travers vos petits écrans. Vous êtes fixés sur la DRTV, plus précisément avec l'émission Mag le Bazar. Mag le Bazar, une émission qui vous informe au-delà de l'actualité, comme nous aimons le dire. Aujourd'hui, nous allons porter un regard sur la crise économique qui survit le pays. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner la relance de l'activité économique et quelle stratégie efficace. Nous sommes en droit de nous interroger au regard de cette fièvre, il faut dire, de ces stress, il faut dire, de ces chocs que vivent les Congolais aujourd'hui. Question d'apaiser l'opinion, question de donner matière au pouvoir public dans la mesure du possible pour essayer de sortir, disons, de cette crise. Devoir de l'intellectuel oblige. J'ai reçu donc sur ce plateau M. Jephté Gapula. Jephté, je veux dire Meshak Gapula. Il est économiste. Vous le connaissez bien, ce n'est plus un homme à présenter. Bonjour Jephté. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Genel Otungu, il est politique, il est habitué de Mag Bazar. Bonjour monsieur Jean-Genel. Bonjour monsieur Robic. Guy Benoît de Victor, toujours au rendez-vous des grands débats dans le pays, il est journaliste. Bonjour Guy Benoît. Bonjour Robic. Alors, vous voyez que, chers téléspectateurs, il fallait ce mariage, cette sélection, cette symbiose entre journalistes politiques et économistes pour essayer, comme j'ai dit, dans la mesure du possible, d'apporter une certaine lumière dans cette question aussi sulfureuse qui touche en tout cas notre pays. La crise, ce n'est pas la nouveauté, il faut le dire, ce n'est pas la nouveauté au Congo. Depuis bon nombre d'années, le Congo vit une certaine crise financière connue de tous. Pas mal de Congolais s'interrogent sur les raisons et sur les conséquences. Et il y a eu tant de plateaux partout, ça gagne la toile, ça gagne les médias. Et l'État lui-même, cherchant au quotidien de pallier à cette crise, cherchant des solutions. Et donc, une contribution sera donnée aujourd'hui. Il sera question pour nous de nous interroger sur les raisons de la crise, aussi bien comment faire pour sortir donc de cette crise, ce que nous appelons les stratégies efficaces. Alors, monsieur l'économiste, merci une fois de plus de prendre ce plateau parce que vous avez la matière économique. Alors, pour le d'entrée de jeu, en toute chose, j'aimerais que vous nous fassiez un briefing, plutôt un rappel sur la crise. Parce que lorsqu'on parle de crise au Congo, ça va un peu dans tous les sens, surtout avec le retard du paiement des salaires qui a flambé la toile, qui a créé des phobies au niveau des Congolais à travers cette note qui est devenue virale sur la toile. Bon, peut-être prochainement, nous aurons une émission spéciale sur cette note. Mais aujourd'hui, Jephté, de quoi souffre le Congo aussi? Une question aussi facile et bête. Bien, merci, monsieur Romy Kokilas. Sur la question de la crise qui ne cesse de prendre de l'ampleur au niveau de la République, il faut le rappeler, nous subissons je dirais la fragilité du secteur auquel l'économie congolaise en dépend. Vous savez que l'économie congolaise repose sur les hydrocarbures et les hydrocarbures, le secteur pétrolier est un secteur très instable et l'instabilité donc de ce secteur ne cesse de rendre fragile l'économie congolaise. Déjà, vous savez bien que déjà le coût du baril de pétrole ne dépend pas de nous parce que nous sommes dans une organisation que l'on appelle OPEP, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Donc le prix du pétrole est déterminé au niveau de l'organisation. Et donc, nous de notre côté, étant donné que nous nous sommes fixés tout justement sur l'or noir, alors quand ce secteur chute, c'est tout le monde qui en souffre. C'est ça le problème. Et récemment, le doyen Alphonse Ndongo a évoqué la question sur la malédiction, la théorie de la malédiction des ressources naturelles, notamment du pétrole. Mais cette théorie qui semble ne s'appliquer que dans les pays d'Afrique subsaharienne. Parce que dans d'autres cieux, le pétrole est source de bénédiction. Absolument. Mais chez nous, le pétrole semble être un malheur. Pourquoi le pétrole ne cesse de voiler le visage des politiques, des décideurs, des économistes, à ne pas voir d'autres secteurs? Déjà, vous voyez, par exemple, en Afrique centrale, les économies dépendent du pétrole. À l'exception peut-être des pays de la CEMAC, j'allais dire, à l'exception du Cameroun,
qui a su diversifier son économie. Hormis le pétrole, il y a le secteur agricole qui ne cesse de faire du bien. Voilà. Mais malheureusement, chez nous, il n'y a que le pétrole, Et quand le pétrole subit un choc, alors on subit les conséquences. Et à côté de cela, il y a également la corruption qui ne cesse de prendre le dessus au niveau de la société. Oui. Donc, ce sont ces deux éléments que je semble être maître, que je mets comme élément central de la crise actuelle. Oui, Guy Benoît de Victor, le pétrole, il faut dire, c'est la plus sérieuse, importante matière première qui, pour certains journalistes français, taxer le Congo est un pays commerçant qui ne vit que du pétrole. Et nous avons vu en tout temps la chute du baril de pétrole qui, je pense, a été la porte même. Elle est vers la crise, cette crise sévère. Mais en tout temps, je viens de parler de la diversification de l'économie qui semble être un vain mot, il faut le dire comme ça, parce que l'exemple qu'il prend ailleurs, il y a les pétroles financent d'autres secteurs. Nous avons vu notre pétrole qui n'a pas financé d'autres secteurs. De la crise jusqu'à aujourd'hui, quel effort a été fait? En tout cas, pas mal de questions. Mais comme il a dit encore, nous avons tendance à foncer de plus belle vers la crise et dans la crise. Votre lecture de cette crise? Bien. Excusez-moi, merci beaucoup. Je crois que GFT a touché de doigt les vrais problèmes qui fragilisent l'économie congolaise. Bon, à cela, il faut que nous sachions que nous soulignons le fait que le Congolais n'est pas assez mature. L'homme politique ou le dirigeant ou le décideur, ceux qui ont la destinée du pays ne sont pas assez majeurs ou n'ont pas d'ambition. Parce que nous sommes indépendants depuis 1960. Et il me semble, quand je regarde comment l'État se gère, c'est-à-dire que les gens qui nous gèrent n'ont pas d'ambition, ne savent pas pourquoi nous étions indépendants, pourquoi nous cherchons l'indépendance. Parce que si nous devrions avoir de l'indépendance et chercher à rivaliser d'ardeur, ce que le blanc a fait, c'était de chercher à faire comme les blancs font, démontrer que nous pouvons aussi gérer nos États comme les autres les gèrent. Mais depuis que nous avons la destinée de nos pays, qu'avons-nous fait? Moi, je prends l'exemple de quelqu'un comme un musicien de ce pays, Mangou Clé. Je ne sais pas s'il est toujours en vie ou il ne l'est pas. Comme un prophète. Qui disait photocanissa après pétrole. Il photocanissa après pétrole. Ouais. Et il a dit entre autres, il faut. Parce que le pétrole est une richesse périssable. Absolument. Et vous avez vu les fluctuations. Là, ce n'est pas encore fini, mais les fluctuations des prix nous mettent en difficulté. Le président de la République actuel, au premier mandat, nous a appelés à l'agriculture pour diversifier l'économie. Nous avons le bois, on n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est comme si le bois pour le Congo n'est pas une richesse qui devrait rendre l'économie prospère. Nous avions de l'or, nous sommes dans les industries extractives, on n'en parle pas. Et cette omerta-là, c'est quoi? Je crois que c'est tout cela qui fait que l'économie se fragilise. Et alors, le président de la République lui-même aussi, comme un prophète, il dénonce tous les jours. Il joue même le rôle de l'opposition. Il dénonce les antivaleurs, la corruption. Il dénonce la mégestion. Mais au-delà de tout cela, je soupçonne l'incompétence. Au-delà de tout cela, on soupçonne l'incompétence des cadres qui sont à la charge des entreprises, des usines, des structures d'État. Parce que tous ceux, depuis le mono jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la charge de gérer les petites industries que nous avions au sortir de l'indépendance, ils les ont tous tués. Personne n'a monté sa performance. Toutes les usines laissées par le colon ou bien par les prédécesseurs, les successeurs des Blancs. Donc, je parle de Youlou, Massamba-Deba et autres. Toutes ces usines-là sont où? Il y a quand même eu des investissements. Mais oui, mais sont où? Faramineux, des investissements qui ont eu lieu dans les anciens régimes. Mais c'est ça. Mais ça y est où? C'est pourquoi je dis, ils se cachent derrière. Je soupçonne l'incompétence de nos cadres.
Voyez. Donc je crois que c'est cela. Et encore, la léthargie de la justice. Parce qu'on est d'accord. Parce que c'est tout ça qui fragilise l'économie. Voilà. Puisque tous les tapis, on risque de tout régler. Ah oui, mais c'est tout cela qui fragilise. Alors, oui, c'est là vous nous avez déjà emmenés dans les raisons de la crise. Mais c'est cela, voilà, c'est la question que vous avez posée. déjà le bal. Alors, monsieur Jean Junel, la crise, la fameuse crise. La crise toujours est la crise. Voilà, que dire? La crise est toujours la crise. Oh. Que dire, comme vous le dites, M. Romik? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais féliciter le gouvernement. Féliciter le gouvernement, pourquoi? Parce que grande était ma joie. Il y a 3-4 semaines, je crois, bientôt un mois, tout autour d'un mois, que le tranchant Bunchevo, de 18 km, qui était tout un calvaire, le gouvernement, malgré les difficultés, a fait des efforts pour achever cette partie. Mais c'est sa mission. Oui, mais justement, c'est sa mission. Oui, mais c'est sa mission. Non, monsieur Romik, s'il te plaît, il faut féliciter quand c'est bon. Quand c'est bien, il faut féliciter. Mais la félicitation ne règle rien. Parce que là aussi, sans courage. À l'école primaire, quand on organise... ils doivent travailler. Mais c'est ça aussi. À l'école primaire ou à l'école, quand on organisait les humiliations, justement, c'est pour encourager les bons élèves. Voilà. Et donc, je te donne d'abord... Après combien de temps d'attente, ça il faut le dire. Il n'y a pas de problème. Il vaut mieux tard que jamais. Voilà, ça c'est bien. Alors, quant à l'économie, je crois que l'économiste et le journaliste viennent de peindre un très bon tableau. Vous savez, le Congo a la chance, et ça je le dis d'entre deux jours, le Congo a la chance d'avoir un bon chef d'État qui est visionnaire, et ça je le dis et j'assume mes propos. Pourquoi je le dis, il est visionnaire? De 1960 jusqu'aux années 1974, je voulais dire, on ne parle pas du pétrole dans ce pays-là. On commence à parler du pétrole au Congo dans les années 74. Mais aussitôt après, nous avons compris que, je viens de le dire, que ce n'est pas nous, le Congo, qui maîtrisons ou qui décidons sur la vente de notre pétrole. Vous vous souvenez qu'à l'époque même, nous, on nous donnait comment on appelle ça? Les redevances. Les redevances, oui. Je crois que c'est sous le Souba, ça il faut le reconnaître, que c'est sous le Souba. Et je me souviens bien avec, comme ministre des Finances, Adamo Mateta, où justement le gouvernement français et congolais sont assez pour regarder le partage du pétrole. Voilà. Mais quand le président Denis Sassou Nguesso revient aux affaires, tu te souviens, Romik, nous avons eu ce débat, je crois, Top TV, sur la diversification de l'économie. Voilà pourquoi j'ai dit que le Congo a eu la chance, ou la grâce, pour ceux qui prient, la grâce d'avoir un chef d'État visionnaire. Le président de la République, justement dans sa vision, maîtrisant justement les conséquences souvent négatives du pétrole, a demandé aux Congolais, a demandé au gouvernement que nous devrons diversifier l'économie. Et là, justement, tout à l'heure, Guy Benoît voulait déjà aller dans le fond du sujet. Voilà. Effectivement, en le disant, le chef de l'État a mis tout un mécanisme en place et a mis l'accent sur l'agriculture. La chose que nous la connaissons. Oui. On a mis des milliards, les 2 villages d'Onkuo, à 100 km ici, qui aujourd'hui sont devenus des cachettes des serpents. Oiseaux, serpents, des batraciens. À ça, en dehors du pétrole, dans ce pays, nous avons géré une transition de 91, je crois, 92, où André Milongo, pas son âme, Premier ministre, payait des salaires chaque 45 jours, mais avec des recettes fiscalo-douanières. Effectivement. Fiscalo-douanières. Une bonne expérience pour le pays. Alors qu'en ce temps-là, je l'ai dit tantôt que le pétrole n'avait que les redevances. Mais avec l'argent du trésor, les impôts, les douanes, André Milongo s'en sortait. Mais aujourd'hui, on ne comprend rien. Et Guy Benoît, je le rejoins, a déjà touché la réalité pour dire qu'il y a un problème de mauvaise gestion. Et comme le Congo, et c'est pour ça aussi le Congo est spécial, parce qu'au Congo, il n'y a pas de punition. Au Congo, quand tu voles un peu, on te nomme ailleurs pour que tu voles mieux. Et c'est ce qu'il fait. Et voilà pourquoi Guy Benoît, tout à l'heure, est allé déjà droit, on parlait de la justice.
Parce que dans un pays, essayons de voir de nos parents d'en face, au temps de Joseph Kabila surtout. Voilà. Joseph Kabila ne pourrait pas permettre qu'un ministre vole 100 millions. Ce n'est pas possible. Mais mon Angola, ne peut pas permettre qu'un ministre vole 100 millions. Ce n'est pas possible. L'Angola, c'est nos partenaires rwandais. Au temps de Joseph Kabila, il ne peut pas accepter que quelqu'un prenne 1 milliard de contribuables congolais, mette dans la poche. Et quand nous nous focalisons que sur le pétrole, mais le peuple congolais aujourd'hui a le droit de se demander où va l'argent du bois? Où va l'argent du bois? Mais c'est une grande richesse, s'il vous plaît. Parce que le pétrole aujourd'hui que nous exploitons, nous ne savons pas les conséquences dans les années à venir. C'est le sous-sol. Aujourd'hui, nous vendons des inondations, mais c'est sur les conséquences justement de l'exploitation du sous-sol. Et là aussi. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'or. Mais M. Kilas, tu es journaliste d'investigation, va à Télé, va à Momo. Entre-temps, j'ai vu, je crois que le ministre Soudan Nono, qui est allé là-bas, mais qui a créé un scandale. Comment ce sous-sol est exploité d'une manière sauvage. Mais où va cet argent? M. Kilas, on peut parler des mines. Nous vendons tous les jours le ministre Pierre Oba passe à la télé, signer des contrats. Mais après, le trésor congolais va bénéficier justement de ce contrat-là. Voilà pourquoi ce genre de mission, j'ai toujours dit, et je ne le dirai jamais assez, pour ce genre de mission, il faudrait que les gouvernants viennent et qu'ils viennent expliquer. Et ce courage héroïque d'aller vers eux. Parce que ce sont eux qui doivent expliquer au peuple congolais. Mais attendez, quand même, il y a des communications. Mac Bazar est absent. Les communications au haut niveau de l'État, Mac Bazar est absent. Mais tu sais pourquoi? Alors, c'est bien, vous le dites, mais vous ne savez pas le souci. Mais ça ne serait pas vous, en fait. Mais vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que, naturellement, le souci, c'est d'informer l'opinion. Mais quand il y a des hautes communications, Mac Bazar n'est pas invité, qu'attendez-vous qu'on donne à l'opinion? Mais Robert, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Informez-nous. Mais parce que Mac Bazar, le bazar, dérange. Oh non. Non, ça je le dis, moi j'ai toujours dit que j'assume mes propos. Nous sommes dans un pays où la loi d'Omerta s'est transformée en règle de gestion. Et quand on pense qu'on dit la vérité, ben, ce monsieur est taxé de tout. Cette personne est taxée de tout. Ou on te taxe d'opposant, c'est comme si... Ah oui, ça on entend ça. Voilà, on te taxe d'opposant, on se dit, mais qui est derrière lui? Voilà. Et voilà ce dont souffre aujourd'hui Mac le Bazar. Parce qu'aujourd'hui, M. Kilas, ça je te félicite en passant, pour dire qu'il faut avoir ton courage pour aborder ce genre de questions. Merci bien, mais... Non, ça je te le dis, moi c'est un politique, mais je te le dis honnêtement. Oui, mais... Parce que je côtoie ce milieu politique, je sais ce que se dit. Et je sais ce que je dis. Merci beaucoup. Mais au moins, vous savez que la fibre intellectuelle, nous bien sûr, invite à faire ce travail. Bien sûr. C'est une exigence intellectuelle. Pour ce genre de questions sensibles, le peuple congolais attend que le gouvernement vienne nous expliquer d'où est partie cette crise. Malgré les annonces du chef de l'État, malgré les nombreux programmes de réajustement, on n'arrive toujours pas à sortir de cette situation. Est-ce que je vais tomber dans le piège de Guy Benoît qui vous dit que non, il y a un réel problème au niveau des gestionnaires? Je crois qu'on n'est pas loin de là. Déjà, Guy Benoît a annoncé l'incompétence. La même question que vous avez posée, c'est celle qui taronne dans les têtes des Congolais. Qu'est-ce qui ne va pas? Le qu'est-ce qui ne va pas n'a jamais trouvé solution. Sinon, des campagnes d'explication des gouvernants. On vient se justifier vis-à-vis de la population, alors que la crise est là. Suffit-il de se justifier ou de régler la question? Voilà toute la problématique. Alors, je reviens avec Gesté, nous sommes déjà en plein dans les raisons de la crise. Certains, ça va dans tous les sens, mais en tout cas, vous êtes des intellectuels responsables. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans le pays. Vous avez embatté le pas déjà avec la gestion du pétrole, mais nous avons beaucoup de projets. Vous avez cité le projet agricole, ainsi de suite. Alors, rapidement, quelles sont les vraies raisons de cette crise? Autrement dit, on peut parler comme l'homme de la rue. Mbongue Kewapi. Et pourquoi le pays n'a plus d'argent? Pourquoi le pays n'a plus d'argent? Parce que les Congolais, quand ils nous posent la question, ils discutent avec nous à longueur de journée. Excusez-moi, je suis invité partout, dans des cafés, dans des restos, on discute. Mais c'est le politique qui présente les fonds aux Congolais.
Ils disent aujourd'hui, là maintenant, nous avons atteint temps. C'est comme la zone des générations futures. Nous avons écouté à l'Assemblée un ministre dire le pays a tellement d'argent qu'on ne sait pas quoi faire avec. Mais quand on dit ça aux Congolais, mais on crée de l'espoir. C'est le ministre Ndongo, s'il faut le citer. Voilà, le ministre Ndongo. Les gens rêvent. Et c'est très préjudiciable, et nous le disons souvent, lorsque on cale un rendez-vous avec la population, et à la fin on n'exécute pas. Et nous avons tout vu ici. Et c'est ça la nature du politique congolais. L'agriculture, c'est la même chose. Et un tapage médiatique sérieux. Et que quand vous n'en parlez pas, c'est comme il a dit, vous êtes contre. Mais à la fin, lorsqu'on dit que le pays est déficitaire, le pays n'a plus d'argent, pourquoi les interrogations doivent surprendre les mêmes? Alors, quelles sont les vraies raisons de la crise, s'il te plaît? Bien, Monsieur Romik, sur cette question, déjà, il faut... Je sais qu'elle est vaste, hein? Oui, exactement. Sur cette question, il faut reconnaître que y a un mystère qui ne dit pas son nom. Parce que, déjà, en tenant compte des excédents budgétaires que nous avons pu avoir dans les années précédentes, comme vous venez de le mentionner, et aujourd'hui, expliquer le niveau d'endettement du Congo, voilà. Ça, je vous dis que ça reste un mystère. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple le niveau de la dette qui ne cesse de faire du mal à l'économie congolaise, mais quelque part, le pays a amassé assez de ressources financières, mais il y a un paradoxe là-dessus. Mais ça veut dire que ceux qui ont été à la tête de la gestion des ressources ont mal géré. Il n'y a pas autre explication que ça. Ce sont à eux de nous présenter ce bilan ou de nous expliquer ce sujet qui semble être plus ou moins complexe. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la dette publique congolaise est insoutenable, alors que quelque part, nous avons eu assez de ressources financières. Mais que dire là-dessus? Alors on nous a parlé ici de la soutenabilité de la dette. Et quelque part, exactement. Un mot qui a résonné fort pendant longtemps. Oui, et quelque part, vous le savez, je ne vais pas revenir sur la polémique, entre la contradiction entre le Premier ministre et le ministre sortant de l'élite. Voilà. L'un dit que non. C'est avec fonds propres. L'autre dit non, c'est la dette. Donc vous voyez que même nous... Et là, le Congolais se fixe sur quoi? Mais ça veut dire que le Congolais reste dans l'incertitude. Mais c'est ça le problème. Devons-on gérer dans l'incertitude? Se demande qui dit la vérité. Et se demande qui dit la vérité. Et se demande qui dit la vérité. Qui dit vrai? Et qui dit vrai? Et pourquoi ne pas dire vrai? Surtout, pourquoi ne pas dire vrai? Aujourd'hui, comme quelqu'un a dit, s'il vous plaît. Bêtement, je trouve déjà celui qui dit la vérité. Bêtement, je pense que Andélé a dit la vérité. Puisqu'aujourd'hui, on nous demande que nous sommes endettés. Très endettés. Donc Andélé disait la vérité. J'aime s'il te plaît, avec la permission de Romik. Oui. Mais il y aura que sur ce point-là. Aujourd'hui, comme j'avais sur les réseaux sociaux, pour dire que les débats en finance sont têtus. Elle prêtait les femmes en finance, sont têtus. Oui, mais aujourd'hui, on ne touche pas avec l'économie. Aujourd'hui, avec ce que nous vivons, aisément, même un enfant de la maternelle comprendra tout de suite que son Andélé qui avait raison. Et ça remet en cause les déclarations bien sûr. Du gouvernement. Mais bien sûr. Il faut le dire. Donc Andélé avait raison. Voilà. Mais, oui, continue. Bien sûr, c'est toi qui as la parole. Mais si on parle de l'hypothèse selon laquelle c'est le ministre Andélé qui a raison, en tenant compte du niveau de la dette du Congo aujourd'hui, mais qu'avons-nous fait avec les ressources des années précédentes? C'est ça la question. Parce que le ministre Andélé affirme les travaux que nous avons amorcés, c'est avec les fonds que nous sommes endettés auprès de notre partenaire pays, qui est la Chine. Mais les excédents budgétaires des années précédentes, les fonds mis de côté pour les générations futures. Mais moi, je trouve que la logique voudrait qu'avec ces fonds amassés du secteur pétrolier, logiquement, c'était le moment, ou pour ne pas dire que c'est le moment, d'investir ces fonds dans l'économie pour relancer l'activité économique. Et comme nous sommes sur Andélé, effectivement, vous suivez les réseaux sociaux. Il y a une chanson fétiche aujourd'hui. Zonga, zonga, zonga. Voilà, c'est ce que disent les Congolais aujourd'hui. Andélé aujourd'hui imploré comme le maître de la solution. On dit on ne mâche pas les mots, c'est le Punion qui pense de la solution. Le Moïse. Voilà. Au départ, quand Andélé s'en va, Mac Bazar s'est retrouvé ici avec quelques
quelques frères débatteurs, parce que les gens sont interrogés. Quelle est la vraie raison de son départ? L'interrogation était due par la peur. Parce qu'avant qu'Ondélé arrive, l'économie avait déjà coulé. Et quand il arrive, il règle certains problèmes qu'on peut citer ici. Nous l'avons vu batailler pour la régularisation des pensions. Nous l'avons vu batailler pour la question des bourses. Nous l'avons vu batailler ainsi de suite. Mais le fond, nous savons aussi. C'est des secrets d'État, parfois on peut le dire. Le comment faire, le comment ils ont fait, ça c'est à vous les économistes. Mais vous voyez que lorsqu'on décide qu'on délie son va, son aille, mais les gens se sont dit, est-ce que c'était lui qui devait partir? On a avancé beaucoup de raisons. Il y a d'autres qui sont allés même dire, nous avons écouté dans la rue, mais qui vous dit qu'il n'a pas volé? Et ça a choqué les gens. Mais aujourd'hui, lorsque les gens voient cette crise, nous suivons d'abord le VTR. VTR, s'il vous plaît. Tout à l'heure, tous les dossiers n'ont pas été avancés. Mais il y a un dossier que nous avons beaucoup avancé et que je voudrais rendre compte, et je suis certain, vous connaissant, vous mettrez ce dossier également à la droite de votre bureau. Il s'agit de l'hydre de la dette. Il s'agit du surendettement de notre pays. Je ne l'ai jamais accepté chaque fois que je suis aux finances et je me suis toujours arrangé pour que notre dette soit soutenable. Et nous avons beaucoup fait en 15 mois sur ce plan. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier ceux qui nous ont permis d'atteindre et de se rapprocher de cet objectif de désendettement qui est bien inscrit dans le programme de société du président de la République. Voilà, ce jour-là, je me souviens, c'était son départ, la sortie, il avait instruit et il avait tenu mort, il avait insisté sur l'importance, il faut dire, il s'était adressé en fait au ministre entrant, au gouvernement, de faire très attention à cette question de l'endettement. L'économiste, où en sommes-nous? Avait-il raison? Eh bien déjà, je crois que nous avons débattu sur le désendettement de l'État ici sur ce plateau. Et je ne cesse de le dire sur la toile que la dette publique aujourd'hui est un fléau pour l'économie congolaise. Nous savons tous qu'au niveau de la CEMAC, il y a ce que l'on appelle par les critères de convergence de la zone CEMAC qui stipule qu'un niveau d'endettement supérieur à 10%, à 70% du PIB a un impact négatif sur la croissance. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% du PIB, de la dette. Donc vous voyez déjà à quel point que l'État aujourd'hui, si l'État n'arrive pas à s'en sortir, c'est parce que la dette aujourd'hui, le niveau est trop élevé. Voilà. Et ça devient une urgence pour les cadres, pour les responsables, pour les politiques et les technocrates de s'asseoir pour trouver des solutions. Parce que tant que ce travail ne sera pas fait, mais on va rester. Aujourd'hui, moi je le dis, le pays, depuis plus de 10 ans, se trouve dans une phase de cycle de la dette. On est là et parfois pour payer d'autres dettes, l'État s'endette à nouveau. Et donc, effectivement. vous voyez un peu. Donc c'est une urgence. Et comme M. Ondélé parle du livre de la dette, mais il a parfaitement raison. La dette aujourd'hui cause problème. La dette cause problème. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, mais ça sera difficile pour le Congo. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité-là de travailler pour rendre cette dette soutenable dans les prochaines années? Oui, c'est possible. Comment? Mais là-dessus... Comment? Avec qui? Avec lesquels? Mais nous avons les hommes qui doivent reconnaître quelque part qu'ils ont failli. Et ils doivent prendre à leur côté des spécialistes en la matière. Je l'ai dit tantôt dans le forum Café du Savoir. Quand vous avez par exemple des économistes, mais qui sont dans la politique, dans la plupart des cas, les analyses sont biaisées. Absolument. Ils ne sont pas objectifs. Absolument. Prenez des économistes qui ne sont pas dans le domaine politique, voilà, qui ont un autre raisonnement que les autres. Les et les politiques doivent travailler avec eux, les technocrates. Voilà. Maintenant, quand vous prenez des économistes qui sont liés avec la politique, qui sont dans la politique, mais là, il y a un problème. Je l'avais dit tantôt, il y a même de ces postes au gouvernement qu'on n'a pas besoin de donner à un homme politique. Par exemple, le ministère de l'économie. Est-ce qu'il faut donner le ministère de l'économie à un homme politique? Voilà. Non. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tellement d'éléments qu'il faut regrouper, qu'il faut réunir, et autour d'une table, nous avons cette obligation de trouver des solutions pour le bien-être du pays. Alors, ça, c'est l'économiste
finalement, à écouter Ondeli et mise au point à ceux qui nous suivent. Là aussi, les gens ont maintenant la tradition de travail pour les hommes. Et je veux le rappeler, d'ailleurs, nous avons tenu un plateau ici. Et vous suivez la toile, vous suivez l'âme du Congolais aujourd'hui. Quand vous parlez pays, quand vous parlez une question d'ordre national, une question qui touche tous les Congolais, les gens mettent les gens dedans comme si c'était les intérêts des hommes. En tout cas, c'est regrettable. Et on vous dira, mais on dirait qu'ils ont travaillé pour soutenir un tel. On dit ça à un média. On dit ça à des gens qui ont appris que ce métier. Et on pense que nous faisons la toile. Et parfois, quand on vérifie, c'est les responsables qui le disent. En fait, ce sont des responsables qui ont initié cette pratique. Au lieu de faire la volonté du chef de l'État qui leur a donné une feuille de route, ils mettent derrière eux, conscients qu'ils ne font pas le travail, ils mettent derrière eux les atalakou, qu'ils payent. Comment on peut dire à un média, un grand plateau, que non, ils ont été financés? De toutes les façons, je me permets de le dire, on a beaucoup souffert pour ce pays. Nous sommes à l'œuvre depuis 2008 et même à la Radio Liberté. Mieux que je le dise. Vraiment, on peut bousiller ce travail. Je me permets de le dire. Est-ce qu'on peut bousiller ce travail? Non. Sur ce point. Non. Je vous dis, ça fait mal lorsqu'on dit ça à la presse. Okay. Ça, c'est une façon de faire noyer la presse. S'il y a des médias qui le font, Mac Bazar, DirecTV ne fait pas partie de ces médias. Ce n'est pas une façon de dire que nous ne les aimons pas, mais au moins qu'ils respectent notre profession. J'insiste, parce que je le dis. Quand vous parlez d'Ondeli, demain on vous dira, ils ont soutenu Ondeli. Je sais pourquoi je le dis. Il suffit que vous citez quelqu'un qui a fait des prouesses qui se vérifient. On dira, ils ont soutenu un tel. Excusez-moi, j'ai le droit de dire ça parce que dernièrement, nous avons été appelés. Non, c'est une parenthèse. Non, c'est une parenthèse. C'est pas un point. C'est pas un point. Je vous en prie. C'est pas un point parce qu'on peut en faire un débat. Oui. Voilà, j'en ferai un débat. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des médias en ligne, vous avez des médias en Occident qui sont alimentés, nous écoutons tout sur la toile, et on pense que les médias congolais ont cette connotation. On vous taxe de tout. Attendez, on va vous donner 1 million parce que le journaliste ne peut pas attraper 1 million. Non, on ne peut pas réduire les médias de la sorte, qu'ils nous alimentent, qu'ils financent les médias comme il faut, les gens feront du travail. Voilà. Et donc, Guy Benoît, permettez-moi, c'était une parenthèse. Alors, la question de la compétence, vous l'avez abordée. Ondeli a fait ses prouesses. Aujourd'hui, c'est les Congolais qui le réclament. Ce n'est pas nous, c'est la toile. Ondeli, zonga, zonga, zonga. La consigne a été donnée, mais aujourd'hui, nous constatons que on ne sait pas à quel sens se vouer actuellement. Voilà. Donc, comme tu l'as dit tantôt, finalement, et comme l'économiste l'a dit, il y a un problème. Lesquels devaient gérer ce secteur? Est-ce les politiques ou des technocrates? Problème il y a. Donc, il se pose un problème d'incompétence. Et lorsqu'on dit incompétence, ceci, ça fait peur. Ce n'est pas une injure, mais c'est le fait qu'on n'est pas outillé dans tel ou tel domaine. Moi, je ne veux pas être compétent, par exemple, dans l'aviation, à moins que je le dise. Alors, la question d'incompétence, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'incompétence est l'une des raisons vraiment qui fragilise la gestion de notre pays, de l'économie? Merci beaucoup, Romik. Je voudrais faire une parenthèse pour te dire que ce métier que nous faisons là, c'est un métier des courageux. Vous comprenez? Et seule la lutte libère. Nous sommes un 4e pouvoir. On ne lutte même pas contre quelqu'un. Il ne faut pas se larmoyer pour ça. C'est eux qui veulent nous se larmoyer pour ça. Et d'ailleurs, ça fait mal aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à une presse politique. Celle qui était en train d'encenser les chefs oye. On vient là, il faut parler de l'enfant d'un tel, né à un tel, il y a un tel. Bon, voilà. Or, cette presse que nous voulons incarner, c'est celle qu'on a apprise. Celle qu'on a prise et avec la déontologie dans la tête. Voilà. Et c'est ça qui fait mal. Parce que, et c'est à cause de ça, qu'ils ont même emmagasiné. Ils ont envoûté même les professeurs d'université. Qui, quand vous allez à l'amphithéâtre, ils tiennent un autre langage, mais quand ils sont en politique, ils changent de langage. Au point où ils deviennent tous coupables. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ça qui met le pays en difficulté. Et le peuple? Ben oui, le peuple. Qui doit penser au peuple? Mais c'est cela le problème. Or, celui qui a le devoir de penser au peuple, c'est le dirigeant. Parce que c'est lui qui a sollicité le mandat, parce qu'il a une ambition. Mais s'il ne le fait pas, mais comme il n'y a pas de sanction, mais comme le peuple aussi est omnibulé, le peuple, c'est comme un mouton de panurge.
Parce que le peuple aujourd'hui, le peuple aujourd'hui vote par rapport à l'ethnie, par rapport. Non, j'en arrive. Vous avez dit 30 minutes, il reste. Non, c'est pas l'objet. J'avais ouvert une parenthèse. Oui. On revient sur la question. Je suis revenu. Mais je suis à votre question. Vous m'avez posé la question. C'est de savoir. Voilà. Je suis à votre question. Allez à la question parce que vous développez trop ça. Non, je suis là à la question pour dire le mal devient très profond parce que même le peuple aussi a été obnubilé. Parce que c'est le peuple qui devait faire la sanction. Est-ce que l'économie congolaise, dans la gestion, il se pose un problème de compétence? J'arrive, oui. Est-ce que c'est l'une des raisons? Voilà. Mais c'est cela. Si déjà je vole, on ne me sanctionne pas, on me donne encore une belle place pour mieux voler. Quand je vole, je dois associer au Tungu, je dois associer Ngapula, je dois associer au Kilas. Pour qu'ils n'en parlent pas, on bouffe ensemble. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là-dedans, on dit que c'est un réseau. Et mon jeune frère Barapéa parle de l'État cartel. On ne se bouffe pas dans le cartel. N'est-ce pas? On se protège. Et dans cela, quand il y a autour de cela, il y a d'autres affinités qui rentrent. Spirituelles ou nocturnes. En ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, quand mon frère fait mal ici, je le protège. C'est de ça qu'il s'agit. Or, un État ne se gère pas sur ces bases-là. Si on le gère sur ces bases-là, quand on a la carrure d'homme d'État, on travaille pour l'État, on ne travaille pas pour la tribu, ni pour le frère et la sœur. Les relations. On ne travaille pas pour ça, on travaille pour la nation. Jean Junel, la question vient d'être évoquée. Est-ce qu'il se pose un problème d'incompétence chez nous? Parce que l'économiste vient de le dire, c'est son domaine de prédilection. Certainement qu'il a mal de voir des noms outillés dans ce domaine. Et on peut citer les domaines comme ça. Vous verrez quelqu'un qui n'a pas de maîtrise dans les transports, il est au transport. Vous avez quelqu'un qui ne connaît ni la rivière, même un lac, il est à la pêche. Vous voyez quelqu'un, est-ce que c'est ça qui regresse un peu? Mais là, nous sommes dans le domaine de l'économie. Et ça, c'est une question universelle. Hein? Ngouabi disait l'homme à la place qu'il faut. Voilà l'homme qu'il faut. Voilà. Merci, M. Kilas. Ce matin, quand je me suis réveillé... La gestion, ouais. Quand je me suis réveillé, j'étais malheureux. C'est parce que la caméra peut nous tirer cette image. C'est un journal camerounais. Oui, j'ai lu. C'est un journal camerounais. J'ai lu ça. Non, ça va. Laissez la caméra. Le monde a lu là. Et comme maths. Mais en grand titre, on met le Congo en défaut de paiement sur le marché des titres publics de la BEAC. Et dans la conclusion, en fait, tout le monde aujourd'hui en Afrique centrale se moque du Congo. Et c'est malheureux pour nous Congolais. Le Congo est à la mode dans la sous-région. Pour nous Congolais. À la mode, mais dans un mauvais sens. Ah, effectivement. Alors, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, disait Mariam Ngouabi à l'époque. Si vous voyez bien l'histoire de notre pays, l'un des meilleurs, je ne dis pas le meilleur, mais l'un des meilleurs ministres des Finances, c'est Henri Lopez, qui n'était ni banquier, ni financier. Ni économiste. Ni économiste. Mais je dis bien... Et qu'est-ce qui le déterminait alors? Quand vous rapprochez des milieux du Trésor ou du ministère des Finances, on vous dira c'est l'un des ministres, des meilleurs ministres, je vais dire. C'est un enseignant. Mais pourquoi? Parce que, en ce temps, il y avait l'amour du pays. Et quand une personne est nommée, un cadre est nommé, il a autour de lui des techniciens. Voilà, des techniciens, technocrates. Des technocrates. Voilà. Parce que tout le travail n'est pas fait par le ministre. Je crois que j'ai fait un peu contredire. Oui, c'est évidemment. Mais tout à l'heure, hors micro... Les ministres sont des managers. Tout à l'heure, hors micro, je disais à GFT, j'ai dit, mais voilà un jeune cadre comme toi, qui a de la matière. Mais il le démontre ici. Mais on pouvait utiliser. Non, on va utiliser Nathalie. Il m'a dit, mais papa, mais puisque je n'appartiens pas à un parti politique, donc c'est difficile que quelqu'un me prenne. La réalité aujourd'hui au Congo, c'est quoi? Un homme qui est ministre de la communication, comme tu es journaliste. Ton protocole, tu vas faire venir ton cousin qui est enseignant à Ouesso. Directeur de cabinet, tu vas prendre ton beau-frère, parce que madame ne peut pas te laisser dormir, et qui n'a rien à voir avec... Or, le directeur de cabinet, c'est le technicien. Voilà. Donc, le problème aujourd'hui au Congo, ce ne sont pas des cadres qui manquent. Ce ne sont pas des cadres qui manquent. Mais c'est le problème du choix de ces cadres-là. Et j'ai toujours dit ça à ton micro, Romik.
tant que nous mettons le critère militantisme comme critère premier, rien ne pourra avancer. Nous avons vu l'actuel ministre des Finances, je crois, il est toujours ministre des Finances, comment on l'appelle, Ondaye. Le ministre Ondaye. Voilà. L'actuel ministre des Finances lançait un avis de recrutement ou bien un avis de concours, je ne sais pas quoi. Oui. Il les appelle à pour constituer son cabinet. Mais tenez-vous bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, avant que je ne vienne à l'émission, qu'effectivement, il avait écrit. La lettre, sa demande était bien réceptionnée, mais il n'avait jamais été invité. Il n'avait jamais été appelé pour concourir, quoi. Pour concourir. Tout simplement parce que ce n'est pas un militant. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est juste pour embrouiller le peuple. Donc, le problème, pour aller droit à ta question, Romik, le problème, gagnons la compétence. Est-ce que moi, que tirer des Congolais compétents pour occuper ces postes? Je dis, si, il y en a. Les cadres, il y en a. Financiers, économistes ou quoi, il ne sait pas ce qui manque. Sur ceux qui sont là, ont monté les limites. Et nous avons toujours la mauvaise idée de penser que pour bien manager ce secteur, il faut être ministre des Finances. Non. Il faut être ministre des Finances. Mais l'actualité ce dernier temps est dominée par la fuite du courrier du directeur général du Trésor, qui indexe une direction. Je ne sais pas comment tu appelles cette direction-là. Alors, mais pourquoi nous sommes arrivés là? Les esprits avertis savaient déjà que tel qu'elle gérait cette direction du Trésor, inévitablement devrait passer par là. Voilà. Direction de titre ou bien quoi. Inévitablement devrait passer par là. Oui. Mais quand le pouvoir politique, puisque le pouvoir politique qui commande, constate qu'il y a des failles à un niveau, mais il faut changer ces personnes qui ont montré leurs failles. Si on pense que Otungo ne reprend pas cette place-là, mais essayons pas avec Okilas. Parce que là où tel que c'est en train de partir là, vous avez vu, on a eu quelques jours de retard de salaire. Et là aussi, tout à l'heure, je ne veux pas tomber, je ne veux pas abuser de ton temps, s'il te plaît, Okilas. Là aussi, je veux dire que le Congo, c'est un pays spécial. Où il y a maintenant des, comment on appelle ça, des mutuelles de soutenance des ministres. Et vous en avez partout? Quand un homme est ministre, il a son groupe d'Atalakou. Mais j'étais scandalisé, s'il vous plaît. J'étais scandalisé qu'autour d'un salaire, et là tu vas encore dire que vous parlez de la presse, quand on voit des grands journalistes se lançant dans une... j'ai même dit, c'est un cadeau à moi. J'ai dit, mais un tel, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on peut avoir un débat autour d'un droit? Mais non. C'est le salaire. Donc c'est pour dire, mon frère, que nous avons, tout à l'heure, nous avons parlé d'agriculture. Nous sommes arrivés avec ce que Mabunda a fait. Voilà. Mais est-ce que M. Mabunda a une seule petite seconde été inquiété? Mais bien au contraire, je crois qu'il doit occuper une autre fonction. Et il est en Chine en ce moment où nous parlons avec le président. Alors, nous partons droit, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je vous disais que nous avons un chef d'État visionnaire. Si vous vous souvenez bien la campagne de 2021, justement sur la diversification de l'économie, le président a dit haut et fort dans les meetings, sur par exemple le FIGA. Voilà. Sur par exemple le FIGA. Voilà tout ce qui a fait couler. J'ai des éléments ici de mon téléphone. Il dit le gouvernement a créé un fonds de garantie. Le gouvernement a créé un fonds de garantie. Où est le FIGA aujourd'hui? Toi qui es journaliste d'affaires, suivant le chef d'État. Excusez que je vous pose la question. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le FIGA? Nous en avons parlé ici. Je vous renvoie la question. Qui a pu parler de ces fonds dilapidés? Qui ici au pays? Que ça soit partout, qui en a parlé? Peut-être le Parlement. Aucune qui a abordé la question. Et pourquoi? Et les Congolais en savent trop. Parce que les documents comptables étaient mis dans la rue. Les gens ont vu, les gens ont écouté, les Congolais ont réagi. Quelle a été la porte de sortie? Quelle était la solution? Le problème semble être entier. Et aujourd'hui, les gens sont dans leur aise, mais dire aux Congolais qu'il y a crise. On nous a proposé, on nous a dit qu'il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion. Mais ça fait combien d'années l'émotion est passée? Il n'y a pas d'action. Suivant le chef de l'État à propos, nous parlons de compétences. La régie, s'il vous plaît. La régie, s'il vous plaît. Deuxième VTR, la régie, s'il vous plaît.
Et nous continuons donc dans cette lancée. L'affaire Figa, vous en revenez, l'une des initiatives qui devait booster, n'est-ce pas, l'économie congolaise. C'était une bonne initiative. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Nous avons tout écouté. Et lorsque nous disons nous, malheureusement, ça me fait sourire, les politiques regardent à la presse. Oublions que c'est un instrument qui est au milieu de eux et les Congolais. Nous renvoyons l'affiche. Et qu'est-ce qui explique la fuite de ces fonds? Et c'était combien? Nous avons écouté. Lui, il a dit, on ne réagit pas sous les émotions. Ça veut dire, voilà, suivons le chef de l'État à propos. En œuvre. Deuxièmement, nous avons un projet qui existe maintenant, que nous avons reconduit dans ce programme, et c'est celui de la mise en place d'un fonds. Le projet existe, il est même mûr. Comment il s'appelle le projet? Le FIGA. Et c'est le fonds de garantie. C'est l'État qui va mettre en place un fonds de garantie et qui va surtout soutenir les projets de petites, moyennes entreprises, même de très petites entreprises. Quel est le mécanisme de fonctionnement de ce fonds de garantie? Est-ce que vous avez un ordre d'idée du montant qui lui est potentiellement alloué? Nous ne fixons pas de montant a priori, mais le principe c'est que nous mettrons des moyens importants dans ce fonds et qui servira de garantie auprès des banques, de toutes les banques. Les jeunes pourraient ainsi obtenir des crédits au niveau de toutes les banques pour la mise en œuvre de petites, moyennes entreprises, même de très petites entreprises. Ce fonds est à l'étude et même très avancé. Voilà, chers amis, c'est encore récent. Ça, c'est la volonté de celui que vous avez appelé le visionnaire. Voilà, c'est lui qui a bénéficié du suffrage. Il a une vision, il travaille avec ses technocrates, que nous savons bien, pour créer un fonds qui devait booster le secteur, il faut dire informel. On le dilapide au vu et au su de tout le monde, alors que les gens ont travaillé, les économistes chevronnés ont travaillé pour alimenter ce fonds. Et les fonds ne sont pas congolais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? Jean Genel, voilà, le spécialiste. Bien. Est-ce que là, on parlera d'incompétence? Merci, monsieur Romik. Déjà, en lisant ou en écoutant le chef de l'État sur cette question, la vision, elle a été très bonne. Très bonne, très bonne. Parce que c'est là où je devais chuter sur les stratégies ou la stratégie efficace. Parce qu'aujourd'hui, le financement de l'économie doit passer par les PMI et les PME, les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises. Parce que vous allez essayer un peu de comparer l'économie du Congo à l'économie du Bangladesh à l'époque. Une économie prédominée par le secteur, par l'économie informelle. Vous avez l'accès limité des crédits ou des services financiers traditionnels et une population qui vit au seuil de la pauvreté. Et donc, les banques, il faut reconnaître que les banques du second rang, comme nous les appelons bien, les banques commerciales, n'accompagnent pas l'État sur ce point-là. Parce que la politique des banques sont exclusives. La banque est plus pour les riches. Et la banque ne peut pas inclure tout le monde. Et aujourd'hui, la microfinance et la finance inclusive restent un pilier pour relancer l'activité économique. C'est vous qui le comprenez et comme donc, cette vision-là du FIGA, logiquement, ce fonds-là, logiquement, devrait accompagner les microfinances pour permettre à ce que les microfinances développent leurs produits pour permettre à tout individu, déjà quand nous parlons de la finance inclusive, ça prend tout le monde, personne n'est exclu. Les pauvres, les riches, nous sommes tous mélangés et à la base, ça permet de financer l'activité économique, de relancer l'activité économique. Au Bangladesh, avec Mohamed Younous, prix Nobel de l'économie en 2006, prix Nobel de la paix en 2006,
il a boosté l'économie avec les microcrédits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en République du Congo, nous ne pouvons pas le faire? Nous pouvons le faire. Et bien sûr. S'il faut attendre à ce que le baril revienne, je ne sais pas à combien, ben ça sera... Aujourd'hui, il faut se tourner vers les petites et moyennes entreprises. Mais combien de fonds ont été volatilisés? Déjà, vous verrez déjà au niveau des microfinances, les taux d'intérêt sont bonifiés par rapport aux banques. Aujourd'hui, s'endetter auprès des banques, mais c'est compliqué. Il faut se mettre l'accord de coût. Donc vous voyez que les banques commerciales n'accompagnent pas l'État en matière de financement de l'économie. Et aujourd'hui, oui, il faut aller vers les PME et les PMI. Sauf que le président a eu une très bonne intention, mais est-ce qu'il faut juger l'intention du chef de l'État? Je ne sais pas. Je dirais non, parce qu'on juge le résultat. Et est-ce que les personnes habilitées à accompagner la vision du chef de l'État ont été les personnes les mieux sélectionnées? Est-ce que ces personnes ont été les meilleures? Moi, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le FIGA n'arrive pas à accompagner les micro-entrepreneurs et ceux qui sont dans le secteur privé. Merci. En tout cas, la question du FIGA, sous l'invité des Congolais, on nous a toujours demandé de revenir sur cette question. Peut-être nous aurons une émission spéciale. Que devient le FIGA? Jean Genel, voilà, l'initiative du président était bonne. Et quel est le devenir du FIGA aujourd'hui? Mais les gens ont pâti pour ça. Les gens ont pâti pour ça. Et vous voyez que lorsqu'on parle, nous plongeons dans la crise aujourd'hui, c'est très regrettable, malgré la défensive, malgré les justifications. La vision du chef de l'État s'est étiolée comme ça. Jean Genel. Tout à l'heure, et je crois que c'est pour la troisième ou quatrième fois que je vais revenir sur ce qualificatif, de dire que notre actuel président de la République, c'est vraiment un visionnaire. Effectivement, il avait déjà compris ça. Et nous avons parlé de la diversification de l'économie. C'est pour ça justement que le président Denis Sassou Nguesso parle du FIGA. Et il explique même mieux le FIGA. Il explique et tout à l'heure, justement, pour revenir aux techniciens. Le monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est un général d'armée. Et vous voyez comment il explique mieux le FIGA que justement les techniciens. Voilà. Mais je crois que ce mandat finissant de Denis Sassou Nguesso, c'est une épine que le gouvernement doit répondre justement sur le problème du FIGA. Mais c'est le FIGA. Sur le problème du FIGA. Parce que pour nous, moi j'ai essayé de suivre ce dossier en tant que politique, parce que ça fait tellement de bruit que j'ai essayé de suivre ce dossier-là. Mais parce que, moi qui vous parle, effectivement, j'ai soutenu Denis Sassou Nguesso. Voilà. Et je le soutiens jusqu'à ce jour. Et quand il annonce cela, c'est au profit de qui? C'est principalement au profit de la jeunesse. Parce que quand on parle de petites et moyennes entreprises, et il va même jusqu'à dire aux très petites entreprises. Oui. Mais que se passe-t-il à la fin? Effectivement, les animateurs, comme a dit GFT, ont été mis à la tâche. Et donc, je crois que c'est un jeune cadre de la Banque centrale, Armel Bouloukoui, voilà, qui était à la manœuvre. Le célébrissime. L'ancien directeur, oui, qui était à la manœuvre. Mais après, quand le politique est rentré dedans, voilà. J'ai dit contre le politique, parce que tout à l'heure, Okila se parlait des preuves tangibles. Absolument. Des billets d'avion, de l'argent de campagne, de ça. Mais c'est le politique qui est rentré dedans. Et le plus grand scandale se passe le 3 mars 2020 ou 2021, quand Macron arrive à Brazzaville. Mais parce que justement, Bouloukoui avait déjà opté un contrat avec une grande banque de la place française. Le directeur de cette banque se déplace avec Macron, ici à Brazzaville. Mais le politique s'est arrangé à ce que ce n'est pas Bouloukoui d'aller signer. Voilà. Et comme ça, on a inventé une histoire que le gars était sanctionné, ce n'est plus lui. Voilà, ce n'est plus lui. Alors que c'est lui qui a suivi, négocié, obtenu cette... comment on appelle ça? Ce fonds. Comment on appelle? Non, c'est ce contrat. Ce contrat. Mais et après, avec le... Comment on appelle la banque? Je dois tout à l'heure... Ce journal l'appelle, c'est la banque... excusez-moi, c'est... Avec BPI France. Voilà. Une des très grandes banques pour ceux qui connaissent la France. Mais au finish, le contrat effectivement avait été signé, côté congolais représenté par le ministre Ondaï et côté français. Mais avant qu'on en arrive là, c'est l'ambassade française au Congo qui a suivi justement le... Oui, effectivement. Mais quand ils ont compris que ce n'était pas trop clair, mais après, la justice en est saisie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a produit au peuple congolais? Et qu'est-ce qu'on a Et voilà ce cadre de la Banque mondiale qui aujourd'hui est déjà reparti à la Banque centrale. Mais tout simplement parce que, mal utilisé tout à l'heure, c'est vous qui parlez des cadres justement,
Voilà quelqu'un comme ça qui a fait son expérience, qui a mené la banque, comment tu appelles la banque là? C'est la banque qui vient de faire. Société Générale. La Société Générale, c'est Mboulouko qui a mis la Société Générale au Congo. L'une des plus grandes banques au Congo. Et il vient trouver le FIGA avec 0 francs. Vous pouvez vous renseigner? Si, on le sait. Après, c'est les politiques qui se rangent et trouvent que non, il est à boire et à manger là-bas. Et on chasse ce monsieur comme un malpropre. Et aujourd'hui, le FIGA au point 0. Je vois même déjà, le FIGA déjà va tomber dans la même erreur, je chute par là, s'il vous plaît, que le fonds de l'agriculture. Je vois déjà les députés dire que non, je vais dans mon village avec le FIGA. Mais ce n'est pas ça le rôle du FIGA. Le président vient de le définir. Voilà. Ce n'est pas ça le rôle du FIGA. Le rôle du FIGA, ce n'est pas d'accompagner les hommes politiques. Mais c'est de soutenir M. Jefté. Peut-être qu'on n'a plus le temps, mais je voudrais qu'on en revienne. Parce que là, justement, quand on parle de la diversification de l'économie, c'est ces questions qu'on devrait aborder dès le départ. Dans le FIGA, mais il n'y a pas que le FIGA, il y a bien d'autres secteurs où le président a mis des moyens. Voilà comment gérer aujourd'hui au Fonéa. Aujourd'hui, comment il va gérer au Fonéa. Il y a beaucoup plus même du théâtre que. Je vous en prie. Je vous en prie, oui. Le fonds agricole a surpris tous les Congolais ici. Voilà. Et pour ça, le politique est entier dedans. Il y a tant d'exemples. C'est pour dire que lorsque le président confie la mission aux technocrates, le politique vient, il s'ingère. Et lorsqu'il s'ingère, il fait pulvériser le projet. Qu'est-ce qu'ils ont donné en fait au chef de l'État? C'est expressément nous avons fait rappeler aux Congolais ce message. Qu'est-ce qu'on donne au président actuellement? Et pourquoi? Mais où sont ces économistes qui ont pensé la chose? Et je vais ajouter sur ce qu'il a dit. Vous savez que dans ces fonds, l'État a réglé bon nombre de questions avec ce fonds. L'État puisait encore dans ces fonds pour régler certains problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes en face du mur. Et les mêmes ne peuvent plus parler. Et nous avons besoin des mêmes en face de la presse. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et l'heure du bilan, le bilan fait peur. Mais j'ai toujours dit, le bilan, ce n'est pas le bilan des gestionnaires. C'est le bilan des Congolais qui ont donné. Les Congolais ont besoin du bilan parce que c'est eux. En mariage avec le chef d'État qui ont donné la feuille de route, faites-nous ce travail. Et lorsqu'il n'est pas fait, aujourd'hui nous sommes au mieux, le quatrième pouvoir interpelle, s'il vous plaît, respectablement. Venez dire aux Congolais comment vous avez géré. Et ça fait peur. À côté, vous avez ceux-là qui viennent soutenir pour soutenir. Voilà, c'est là tout le problème. En tout cas, le problème de la compétence, il faut le dire, pose problème. Et nous avons pu comprendre que le Congo est en train de sacrifier ses compétences dans pas mal de domaines. Vous allez dans l'éducation, il y a le même problème. Les cadres compétents, lui il a dit, Guigui Benoît de Victor. Donc ils sont mis à côté ceux qui ont la connaissance de la chose. Mais par militantisme, on emmène des gens qui n'ont rien à proposer. Et c'est pourquoi les projets échouent chez nous. Et l'agriculture, nous avons vu dans la salle du palais du palais des congrès, le ministre dit, mais vous cueillez, vous aussi vous avez eu votre part. Parce que la volonté d'emmener tous les cadres à la terre. Vous avez déjà vu dans un État, les gens ont cravate faire l'agriculture, mais l'agriculture est destinée. Mais ça, c'était juste un moyen pour faire volatiliser les fonds. Je pense que ces questions restent Je vous en prie, ces questions restent d'actualité. S'il faut les parler à propos, on parlera parce que chaque fois qu'on va s'interroger sur la crise, nous allons ramener en surface tout ce qui a été fait, qui a été raté. Tu vois? Donc c'est ça. Alors peut-être s'il faut clôturer, je donnerai la parole à chacun. Il nous reste 2 minutes. D'abord, mon cher frère Jean Junel. Ça fait longtemps que j'ai parlé. Le dossier FIGA est tellement... Non, on commence à parler, je vous en prie. Oui, voilà, très rapidement. Non, il nous a emporté parce qu'il a donné matière. Non, voilà. Rémi, que vous avez raison. Et je crois que nous sommes là à la fin pour dire, tant que nous n'avons pas une justice forte, la qui justice sanctionne les fautes, qui sanctionne les brebis galeuses, mon frère, tout ce que nous allons faire, ça serait comme une goutte d'eau dans la mer. Tant que le chef de l'État ne mettra pas ses galons de général pour frapper. Il a un mandat politique. Parce que, ah oui, mais c'est quand on regarde à la politique qu'on fait couler l'État. On développe, on est là. Ben voilà, c'est quand on regarde trop à la politique. Non, au point où, mais c'est ça. Parce que pour relancer, il faut qu'il ait les hommes qui ont la fibre d'homme d'État. Comme un premier ministre qui a la fibre d'homme d'État, il faut qu'il en cherche. Et il faut qu'il évite de faire la géopolitique dans les postes de nomination. Quand on fait trop la politique au niveau de la nation, mon frère, on ne peut pas lever la tête. On ne peut pas se relever. C'est pas possible.
Merci Jean Junel. Merci, monsieur le temps va tellement vite que... Mais je voulais qu'on revienne quand même sur la diversification de l'économie. La prochaine émission, parce que le cas FIGA nous aspire, et tout à l'heure, je dis qu'il n'y a pas que le cas FIGA, parce que prochainement, si on peut revenir sur ça, il faut qu'il y ait les acteurs, les acteurs gestionnaires. Là, on épuise les minutes déjà. D'accord, ok. Voilà. Mais revenons sur ce débat, vraiment, tout à refaire, puisque l'économie est par terre. Et divertissons l'économie. Tout est à refaire, l'économie par terre. Voilà. Les mêmes hommes sont là. Le contemple plus sur le pétrole. Les mêmes hommes sont là. L'État peut faire recours à sa ressource. Mais justement, ceux qui ont démontré de quoi ils sont capables. Voilà. Puis ceux qui sont là, ils ont démontré qu'ils sont incapables. Voilà. Oui, d'accord. Monsieur Romic, comme mot de fin, déjà, je vais attirer, s'il faut le permettre, l'attention des dirigeants, surtout des politiques. Nous sommes dans une république et tout n'est pas politique. Voilà. Donc, tout n'est pas politisé. Voilà. Il y a de ces questions où le politique doit venir vers les experts dans le domaine pour travailler. Merci. C'est tout ce que je peux dire. L'Élysée fait toujours recours à ses experts, à ses sachants, à ses savants. La Maison-Blanche fait autant. En Russie, c'est même le président qui le fait. C'est pourquoi il pense espace aujourd'hui. Il pense l'espace. Ce ne sont pas les ministres qui le font. Cependant, chez nous, vous l'avez dit, quand vous nommez à la pêche, c'est vous le pêcheur. On vous nomme à l'agriculture, c'est vous l'agriculteur. On vous nomme à l'éducation, c'est vous l'enseignant, ainsi de suite. C'est là tout le problème. Quelle est la place des cadres de notre pays? Quelle est la place de l'élite? Quelle est la place des sachants? C'est là tout le problème. Lorsqu'on politise tout, comme vous l'avez dit, on ne peut pas atteindre le développement. On ne peut qu'échouer parce que, question de compétence, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Vous êtes à la sécurité aujourd'hui, demain à l'élevage, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas la science infuse. Peut-être qu'il faut un peu d'humilité pour le comprendre. Renvoyer à Denis Sassou Nguesso que les Congolais ont fait confiance, ce dont il attend, parce que les Congolais l'attendent au rendez-vous. C'est facile à comprendre. Et quand on a compris ça comme ça, on pouvait faire preuve d'humilité et aller chercher les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Bayardel en produit, les universités en produisent. Nous avons des professeurs des universités ici qui ont été mis à côté simplement parce qu'ils ne sont pas politiques. Nous avons des grands économistes mis à côté parce qu'ils ne sont pas politiques. Nous avons des politiques qui ont de l'expérience, mais puisqu'intellectuel, on le met à côté. Quel sacrilège! On peut vous citer maintenant les ministres français. Qui est, par exemple, Macron? Ce n'est pas un simple politique. C'est un économiste, je crois. Économiste financier. Voilà, au Congo, on vous dira, la politique est à la portée de tout le monde. Quand j'ai dit ça, je dis merci de vous avoir reçus. Au revoir chez vous. À la prochaine fois.